32 milliards de crédits alignés sur une seule ligne grise pour stabiliser le Sahel énergétique. Ce chiffre a réveillé Canberra. Juste en dessous, un autre nombre, 47, désignait les corridors de ressources stratégiques, et parmi eux, un nom encerclé de rouge, le sien, isolé comme une cible dans le désert. Si la coalition du Nord obtenait ce qu'elle voulait, le sous-sol de Canberra financerait une guerre lointaine. Si Ibrahim Tarek refusait, il défierait la seule protection que son pays connaissait encore. Entre deux colonnes de chiffres, un choix apparaissait déjà. Vendre la peur des autres ou défendre la dignité, dit-il des siens. Dans l'ombre de ce rapport financier se cache une promesse de changement. Ibrahim Tarek, le président de Canberra, se tenait face à une décision qui pourrait bouleverser l'avenir de sa nation. S'il acceptait l'accord, les ressources naturelles de son pays seraient exploitées par des puissances étrangères, tandis que son peuple serait relégué à une simple monnaie d'échange dans des conflits qui ne le concernaient pas. Mais si, au contraire, il rejetait la proposition, il risquait de perdre tout soutien extérieur, plongeant ainsi Canberra dans une situation d'isolement géopolitique. C'était là un choix sans retour. Une réponse ne signifiait pas seulement un avenir pour lui-même, mais pour toute une nation. Son peuple attendait sa décision. Les marchés internationaux suivaient chaque mouvement. Ce moment définirait la place de Canberra dans le monde. Et Ibrahim savait que l'histoire le jugerait sur cet instant précis. La stabilité contre la souveraineté. Quel prix accorder à la liberté quand l'équilibre de tout un continent se joue sur cette ligne fragile? L'accord déposé sur la table semblait presque banal, mais chaque ligne portait le poids d'un continent. La décision à venir offrirait à Canberra une rare fenêtre de contrôle stratégique. Un souffle parcourut la capitale lorsque la coalition du Nord proposa un partenariat de stabilisation, une expression trop lisse pour décrire une mainmise graduelle sur les gisements d'uranium, de cuivre et de terre. Rares. Et si accepter signifiait lentement disparaître, ce micro-hook s'insinua partout, café, radio, marché poussiéreux. Pour Ibrahim Tarek, l'enjeu dépassait les chiffres. Il touchait au pacte silencieux, liant un dirigeant à son peuple. Soutien militaire immédiat contre concessions minières longues de plusieurs décennies. Voilà la promesse véritable. Mais refuser revenait à couper les lignes vitales de sécurité, fragilisant un pays déjà encerclé par des groupes armés et une pression économique croissante. La question n'était plus « que propose la coalition ?» Pas. Mais que restera-t-il de nous après ? Entre confort tactique et souveraineté précaire, Canberra se tenait au bord d'un fil que personne ne pouvait traverser à sa place. Le rapport financier était une promesse, et pourtant, il n'y avait rien de plus incertain que l'avenir qu'il offrait. Ibrahim Tarek n'avait pas dormi. À ses côtés, des ministres, des conseillers, même des généraux avaient vu passer des copies de ce fameux document dans les 24 dernières heures. Mais aucun n'avait osé en parler à voix haute. Pourtant, ils savaient tous ce que cela impliquait. Il n'était pas question d'un simple échange économique. Il s'agissait d'un marché de principe. Un contrat qui risquait de vendre l'âme de Canberra. Une signature et des milliards de dollars déversés dans le pays, mais en échange de son indépendance. La question n'était pas seulement si ce marché serait signé, mais ce que Canberra deviendrait après. Les chiffres étaient irrésistibles. La coalition proposait de financer une réforme militaire en échange d'une exploitation des ressources minières du pays pendant 30 ans. 30 ans de bénéfices immédiats. Mais à quel prix ? C'était une promesse de prospérité sans fin. Mais la clause 47 était claire, sous réserve de sécurité d'approvisionnement. Les industriels européens s'étaient-ils déjà installés dans le sous-sol de Canberra ? À peine, mais les drones étaient déjà là. Ibrahim Tarek savait que cette décision allait bien plus loin que l'accord du jour. Il pensait au lendemain, à l'héritage de son peuple. Le peuple de Canberra avait survécu à des révolutions, à la guerre civile, aux incursions étrangères. Mais pour survivre à ce moment précis, il fallait plus que des armes. Il fallait des convictions, des choix difficiles. Et face à la pression de la coalition,
Ibrahim savait que la dignité était la dernière frontière qui restait. Se soumettre ou rester debout. Un choix qui avait toujours été plus facile à dire qu'à faire. Ibrahim Tarek s'était toujours vu comme un serviteur de son peuple, un homme avec une mission précise, garantir la souveraineté de Kandahar, tout en naviguant dans un monde souvent hostile. Depuis son arrivée au pouvoir, il avait pris des décisions difficiles. Mais cette fois, le poids des choix était plus lourd que jamais. Les ministres de la Défense et des Finances se tenaient donc devant lui, leur visage grave, leur regard fuyant. Il savait qu'en cas de rejet, l'armée risquait de se retrouver sans soutien militaire, un coup dur dans un pays déjà fragilisé par des groupes armés. Mais si la signature était apposée sur ce contrat, la souveraineté de Kandahar serait remise en jeu. Monsieur le Président, nous avons l'option de garantir la paix, de maintenir notre position géostratégique en échange d'un contrôle temporaire des ressources, murmura le ministre de la Défense. Ibrahim haussait les sourcils, intrigué. Le ministre des Finances, plus pragmatique, ajouta « Les bénéfices immédiats pour l'économie et la sécurité sont indéniables. Nous pourrions stabiliser notre pays et assurer des investissements cruciaux pour les prochaines décennies. » Mais Ibrahim Tarek n'était pas un homme de compromission facile. Il se leva, marcha lentement autour de la grande table. Il avait vu trop de pays se soumettre aux promesses de stabilité pour savoir à quel prix elles étaient vendues. La question n'était plus simplement économique. Il fallait savoir si Kandahar serait un acteur du monde ou une victime de ces guerres. La pression grandissait. Le pays attendait sa décision. Mais ce qu'Ibrahim savait, c'était que les véritables enjeux dépassaient de loin le texte du contrat. À l'aube du jour suivant, le temps semblait suspendu. Le président Ibrahim Tarek savait que chaque seconde qui passait en plus réduisait la marge de manœuvre. Ce matin-là, les premières heures étaient marquées par des décisions lourdes, mais rien ne l'aurait préparé à la cascade d'événements qui allait suivre. La conférence de presse prévue à midi était censée apporter des réponses. On sait. Mais dès que le ministre de l'Énergie avait fait sa déclaration préliminaire, un détail inattendu avait changé la donne. Les premières images en provenance de l'Asie avaient révélé que des ressources minières issues du Sahel étaient déjà en transit, entreposées dans des ports européens, en attendant d'un accord officiel. Le président, prenant connaissance des rapports, avait compris. L'accord était déjà effectif dans l'esprit de certains acteurs. Ibrahim n'avait pas pris de décision hâtive. Pourtant, en quelques heures, la situation avait pris un tour inattendu. Des groupes armés, qu'il pensait encore sous contrôle, avaient commencé à se déplacer vers les grandes zones de production minière. Les tensions au sein du gouvernement se ressentaient déjà. À la fois la pression militaire et politique montait. Les frontières étaient de plus en plus poreuses et les ressources en jeu, bien qu'énormes, ne suffisaient plus à apaiser l'incertitude grandissante. Un message crypté reçu dans la nuit de la part d'un conseiller diplomatique annonçait un changement brutal de stratégie. La coalition du Nord, insatisfaite des délais de réponse de Kandahar, avait envoyé un ultimatum. Si Kandahar n'acceptait pas la proposition dans les 48 heures, une opération de stabilisation commencerait sous forme de soutien militaire direct. Le concept était flou, mais le message était clair. Accepter ou se préparer à l'isolement complet. La presse, dès le matin, commençait à brasser des spéculations. Les médias internationaux avaient annoncé que Kandahar serait bientôt un terrain de conflit d'intérêts majeur. Les rapports faisaient état de nouvelles troupes déployées autour de la capitale. Certains analystes parlaient déjà d'un nouveau Sahel stratégique, où la guerre par procuration deviendrait la norme. Mais Ibrahim Tarek savait qu'il fallait plus qu'une déclaration pour contrer ce genre de pression. Ce n'était pas une guerre militaire qui menaçait Kandahar, mais un choc géopolitique profond, un repli forcé dans un monde régi par les marchés et la diplomatie des puissances étrangères. Ibrahim se tenait au cœur de ce tourbillon, déterminé à ne pas céder à la tentation d'une paix fragile qui coûterait trop cher à l'âme du pays. Il est temps de réfléchir à ce que nous sommes prêts à perdre pour gagner, se disait-il, tout en se préparant à la réunion du soir avec ses ministres. Les jours à venir seraient décisifs.
Dans l'ombre, l'armée se préparait, mais aussi le peuple se tenait prêt. À la fin de cette semaine, Canberra aurait fait son choix, et cet instant serait gravé dans l'histoire comme un tournant stratégique majeur. Mais le défi restait intact. Comment préserver l'indépendance tout en faisant face à une pression croissante de l'extérieur? Les premières analyses sur le terrain étaient accablantes. À peine une journée après l'ultimatum de la coalition du Nord, les chiffres commençaient à montrer des signes inquiétants de l'ampleur de la crise. Canberra, un pays riche en ressources naturelles, se retrouvait pris au piège entre ses besoins immédiats, en aide extérieure, et son désir de préserver son autonomie. Les premières évaluations des investissements internationaux montraient que la situation économique du pays risquait de se détériorer considérablement si le contrat n'était pas signé. Le Fonds d'urgence international avait annoncé qu'il suspendait tous ses financements d'infrastructures, d'autant plus que Canberra avait déjà demandé une rallonge de crédit en mai dernier pour financer des projets de stabilité. Cependant, les promesses de ces crédits n'étaient liées qu'à un accord politique clair concernant la gestion des ressources naturelles. L'Agence internationale de l'énergie, AIE, avait révélé que l'exploitation des ressources minières de Canberra pourrait rapporter jusqu'à 32 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, avec un retour d'investissement estimé à 14% par an. Toutefois, le calcul précis de ces profits dépendait de la sécurisation des frontières et de la stabilité politique, deux facteurs de plus en plus incertains à mesure que les tensions militaires et économiques montaient en tête. Si Canberra refusait, une perte sèche de près de 8 milliards de dollars en investissements directs étrangers serait inévitable, selon les projections des analystes économiques. Les observateurs géopolitiques estimaient également que, si Canberra restait isolé, le pays pourrait voir une réduction de 40% des exportations minérales sur les 10 prochaines années. Les compagnies minières, nombreuses dans le pays, avaient déjà commencé à chercher des alternatives ailleurs, dans des régions où l'accès aux ressources était moins risqué politiquement. D'autre part, les informations provenant des agences de renseignement militaires faisaient état d'une augmentation de 30% des activités de groupes armés opérant dans les zones minières stratégiques. Ces groupes, bien qu'éparpillés, avaient formé des alliances tactiques avec des acteurs extérieurs, prêts à profiter du vide laissé par une instabilité politique prolongée. L'armée de Canberra, en revanche, ne disposait que d'un budget de défense insuffisant, réduit de 12% sur les 3 dernières années, en raison des restrictions économiques. Au cœur de ce climat incertain, une autre donnée frappait l'esprit des dirigeants. Les sondages internes au pays indiquaient que 61% de la population préférait un choix ferme de souveraineté plutôt qu'un compromis économique, même si cela signifiait risquer un isolement international. Ce chiffre représentait une part croissante de la population jeune et instruite, particulièrement sensible à la question de la souveraineté nationale face aux influences étrangères. Les chiffres étaient clairs. La pression était énorme. Mais les conséquences d'un échec à maintenir l'indépendance de Canberra seraient tout aussi dramatiques à long terme. Les débats au sein du gouvernement se durcissaient. D'un côté, les partisans de l'accord avec la coalition du Nord faisaient valoir que la stabilité immédiate du pays était la priorité. Les bénéfices financiers, l'aide militaire et les investissements nécessaires à la survie du pays sur le long terme étaient des arguments de poids, impossibles à ignorer. Le ministre de la Défense avait insisté. L'aide militaire permettrait à Canberra de se renforcer et de sécuriser ses frontières contre les menaces croissantes. Avec cette alliance, nous pourrions protéger notre territoire et éviter une nouvelle guerre civile. Le plan semblait logique. L'histoire était pleine d'exemples de pays qui avaient accepté des compromis avec des puissances étrangères, mais qui avaient fini par se relever grâce à un soutien militaire vital. Cependant, d'un autre côté, les opposants à l'accord estimaient que la souveraineté nationale ne devait pas être sacrifiée pour des promesses de sécurité immédiate. Si nous signions ce contrat,
nous perdrons notre indépendance et devenons dépendants des grandes puissances, affirmait le ministre des Affaires étrangères. Cela nous transformera en une nation sous tutelle, contrôlée par des intérêts étrangers. Cette position reposait sur un principe fondamental. Canberra avait survécu à la colonisation et aux conflits internes grâce à sa capacité à rester indépendant. Un compromis aujourd'hui pourrait signifier un avenir où le pays serait contraint de se soumettre à des décisions imposées de l'extérieur. La crainte de devenir une marionnette géopolitique était réelle. Pourtant, la réalité était plus nuancée. Le gouvernement était divisé. Le président Ibrahim Tarek, bien qu'il comprenne les risques de l'isolement, savait qu'accepter cet accord aurait un prix élevé à long terme. La dépendance économique et politique risquait de faire perdre à Canberra ce qui restait de sa liberté d'action. Les discussions allaient de bon train, mais les opinions sur la validité des arguments opposés commençaient à se fissurer. Un groupe d'experts militaires recommandait fortement l'accord pour garantir la survie à court terme. Cependant, un autre groupe d'intellectuels et de dirigeants communautaires soulignait que la nation devait préserver son âme, son pouvoir de décision et sa dignité. Le dilemme auquel faisait face Ibrahim Tarek devenait de plus en plus difficile à résoudre. Signer l'accord semblait être la solution la plus pragmatique pour l'instant, mais la question demeurait: à quel prix Canberra accepterait-il de conserver son indépendance à long terme? Le vent soufflait fort sur les collines de Canberra, une brise froide qui semblait porter avec elle une révélation inévitable. Ibrahim Tarek se tenait face à la réalité du choix qui s'imposait à lui. Nous avons besoin de sécurité, mais à quel prix? C'était la question qui hantait son esprit depuis des jours. Le soutien militaire offert par la coalition du Nord n'était pas une simple promesse de paix. C'était un chiffre caché derrière des dizaines de pages de contrats, le contrôle de ressources vitales en échange de la soumission politique. Et dans cette équation, la dignité du peuple de Canberra se perdait lentement. Les négociations se poursuivaient, mais une nouvelle information changea la donne. À quelques heures de la réunion cruciale avec ses conseillers, Ibrahim apprit que la coalition avait déjà initié une action discrète pour sécuriser les corridors miniers à travers des accords secrets avec des acteurs locaux. C'était le coup de grâce. Le pays était désormais pris dans un réseau complexe de concessions et d'accords qui ne laissait plus de place à la négociation. Il ne s'agissait plus de refuser ou d'accepter, mais de choisir comment réagir à un fait accompli. Les jours suivants étaient remplis d'une tension palpable, et la situation devenait de plus en plus insoutenable pour Ibrahim Tarek. Le pays, qui avait été témoin de révolutions, de guerres civiles et de conflits interminables, était sur le point de franchir un seuil décisif. Le refus de la coalition du Nord ne semblait plus être une option viable. Le rapport de force était clair. L'isolement ou la soumission. Mais cette décision ne faisait que commencer à révéler ses véritables implications. En acceptant l'accord, Canberra se soumettait aux exigences d'une puissance étrangère qui, dans les faits, contrôlerait ses ressources naturelles pendant plusieurs décennies. À court terme, le pays bénéficierait de l'aide militaire, d'une stabilité économique et d'un afflux de financement nécessaire pour ses infrastructures. Toutefois, ce cadeau à première vue généreux cachait des coûts cachés bien plus importants. À moyen terme, les effets d'un tel accord se faisaient déjà sentir. L'économie de Canberra, bien que boostée par l'afflux des investissements étrangers, devenait de plus en plus dépendante des conditions imposées par la coalition. Le pays avait désormais perdu une partie importante de son autonomie dans la gestion de ses propres ressources naturelles. L'accord stipulait que 60% des profits miniers seraient transférés à des entreprises extérieures et la majorité des bénéfices irait directement dans les poches de puissances étrangères, laissant Canberra avec seulement des miettes pour ses citoyens. À plus long terme, la situation devenait encore plus inquiétante. Le contrôle des ressources essentielles par des acteurs étrangers risquait de créer une fracture sociale profonde à l'intérieur du pays. Les élites politiques et économiques pourraient bien en tirer profit, mais la population générale, notamment les jeunes et les travailleurs des mines, se retrouverait exclue des fruits de ces accords. Les tensions sociales qui en découleraient pourraient bien mener à des révoltes, voire à de nouvelles guerres internes.
alimenté par un sentiment croissant de trahison. Mais au-delà de l'économie et des conséquences sociales, c'était la question de la souveraineté nationale qui préoccupait le plus Ibrahim. En acceptant l'accord, Canberra devenait une nation vassalisée, contrôlée non seulement par une puissance étrangère, mais également par des intérêts privés qui dictaient les règles du jeu. Le contrôle de son destin était désormais partagé avec des entités qui ne se souciaient de guère de l'avenir du peuple cambarien. Les risques étaient désormais clairs. La perte de souveraineté dans un monde où chaque nation était poussée à jouer le jeu de puissances extérieures. Le pays se retrouvait pris entre des promesses de stabilité immédiate et un avenir incertain, marqué par la dépendance et la perte d'indépendance. Ibrahim savait que tout pouvait changer en un clin d'œil. La ligne de conduite qu'il choisirait pourrait marquer l'avenir de son peuple pour des générations. Le choix qui se présentait à Ibrahim Tarek ne pouvait être plus crucial. Le président de Canberra savait que chaque option avait ses avantages et ses risques. Mais la réalité était que chaque décision porterait des conséquences qui se joueraient sur plusieurs fronts, économiques, militaires et diplomatiques. Voici les 3 scénarios envisageables pour Canberra, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Scénario 1. L'acceptation du contrat. Si Ibrahim choisissait d'accepter l'accord proposé par la coalition du Nord, le pays pourrait immédiatement bénéficier d'une stabilisation militaire. Les forces armées, renforcées par des formations et des équipements européens, seraient en mesure de sécuriser les frontières, ce qui permettrait de réduire la menace des groupes armés et d'instaurer une paix relative dans le pays. Économiquement, l'afflux de 32 milliards de dollars d'investissement pour le développement des infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles ouvrirait la voie à une croissance rapide. Le pays pourrait également bénéficier de la protection diplomatique d'une superpuissance, avec un accès privilégié aux marchés européens et mondiaux. Cependant, ce scénario comportait un coût élevé. Canberra perdrait une grande partie de sa souveraineté et deviendrait un satellite d'une puissance étrangère. À long terme, la dépendance croissante aux intérêts extérieurs risquait de provoquer des tensions internes et la dévitalisation de la société civile pourrait créer des fractures sociales profondes. Scénario 2. Le rejet, pur et simple, de l'accord. Dans ce scénario, Canberra refuserait de signer l'accord et chercherait à résister à l'influence de la coalition. Ibrahim Tarek, en rejetant l'offre, pourrait renforcer la souveraineté nationale du pays et redonner au peuple la direction de son avenir. Ce refus serait un acte audacieux et probablement symbolique pour d'autres nations africaines aspirant à plus de souveraineté et de responsabilité régionale. Cependant, les conséquences immédiates seraient sévères. Sans l'appui de la coalition, Canberra se retrouverait dans une position de grande vulnérabilité, susceptible de souffrir d'un isolement diplomatique et économique. Les investissements étrangers se retireraient rapidement et les infrastructures pourraient se détériorer faute de financement. Le pays pourrait aussi voir l'augmentation de l'insécurité interne et externe, avec une augmentation des attaques des groupes armés et la possibilité de conflits internes sur fond de privation de ressources. Scénario 3. Un compromis modéré. Dans ce scénario, Ibrahim chercherait à négocier un compromis avec la coalition, demandant des ajustements substantiels au terme du contrat. Cela pourrait inclure des clauses de réciprocité plus équilibrées, où Canberra conserverait une plus grande partie des bénéfices issus de l'exploitation des ressources, tout en obtenant une aide militaire pour sécuriser ses frontières. Ce compromis permettrait de bénéficier des investissements nécessaires pour les infrastructures, tout en préservant une partie importante de la souveraineté nationale. Toutefois, ce scénario comporterait également des risques. La coalition pourrait accepter à contre-cœur certaines conditions, mais imposer des clauses contraignantes. Et ce compromis pourrait se transformer en une solution temporaire, instable à long terme, en fonction des changements géopolitiques. Les heures passaient, et la pression sur Ibrahim Tarek devenait insoutenable.
Tandis que les représentants de la coalition attendaient une réponse, le peuple de Canberra, silencieux mais attentif, observait chaque mouvement de son président. Dans les rues de la capitale, des manifestations éclataient, portées par les jeunes et les travailleurs des mines, mais aussi par les anciens, fatigués des promesses non tenues et des puissances étrangères. Ces hommes et ces femmes qui avaient survécu à la guerre civile et à des décennies de domination coloniale se retrouvaient à la croisée des chemins. Leurs yeux étaient rivés sur leur président, attendant de voir si l'homme qui les représentait choisirait l'indépendance ou la dépendance. Les débats internes étaient déjà bien entamés. D'un côté, ceux qui craignaient un isolement brutal, de l'autre, ceux qui rêvaient d'un futur où Canberra serait enfin maître de ses propres ressources, sans chaîne extérieure. Mais le peuple, dans son ensemble, semblait décidé. Une large majorité de la population semblait prête à tout pour que le pays conserve sa dignité. Les slogans en faveur de l'indépendance se multipliaient dans les quartiers populaires. L'amour de la souveraineté nationale avait toujours été l'un des fondements de l'identité cambarienne. Au même moment, la presse internationale faisait son travail, mais souvent en omettant les voix de ceux qui vivaient cette réalité. Les analystes étrangers ne comprenaient pas vraiment ce qui était en jeu ici, ce qui faisait que Canberra, comme tant d'autres nations d'Afrique, résiste encore à la tentation du compromis facile. Est-ce vraiment un choix entre l'avenir ou la soumission ? Se demandaient les journalistes. Pour Ibrahim, ce n'était pas une question de gagner ou perdre une bataille. C'était la survie d'une nation entière. Et le peuple l'avait bien compris. C'était lui, et lui seul, qui déciderait de leur avenir. Le choix était fait. Ibrahim Tarek savait que malgré la pression intense, il devait tracer un chemin qui ne compromettrait ni la dignité du pays, ni son avenir. Le rejet de l'accord avec la coalition du Nord ne signifiait pas l'isolement total. Canberra devait avancer, mais selon ses propres termes. Il s'agissait maintenant de rétablir les bases d'une autonomie durable, en s'appuyant sur les forces internes du pays et sur des alliances stratégiques. Ibrahim Tarek savait que le pays ne pouvait pas se permettre de rester dans l'attente. Le temps était compté. Les étapes de ce plan étaient simples, mais ambitieuse, renforcer les alliances africaines. Canberra devait se rapprocher des nations voisines, en particulier celles de l'Afrique de l'Ouest, pour créer un bloc régional solide. Ce bloc pourrait négocier des accords de sécurité mutuelle et partager les ressources de manière équitable. Diversification des partenariats économiques. Le pays devait diversifier ses relations commerciales en se tournant vers des marchés non occidentaux. L'Asie, l'Amérique latine et certaines nations du Moyen-Orient offraient des opportunités d'échange sans les lourdes contraintes imposées par les puissances mondiales. Renforcer l'industrie locale, Canberra devait également investir dans ses propres capacités industrielles, notamment pour l'exploitation de ses ressources naturelles. L'objectif serait de créer des industries locales capables de traiter les minéraux sur place et de générer des emplois pour la population. Créer un fonds de souveraineté. Un fonds souverain devrait être mis en place, constitué des revenus des ressources naturelles, pour financer les infrastructures, la santé et l'éducation à long terme, sans avoir à dépendre des aides étrangères. Au matin du 1er janvier 2026, Ibrahim Tarek se tenait une fois de plus face à son peuple. La capitale, Ouagadougou, avait changé de visage. Les murs étaient décorés de bannières, et les foules se rassemblaient dans les rues, prêtes à entendre son discours. Ce n'était pas un jour comme les autres. Ce jour-là, Canberra avait fait son choix. Ils voulaient nos ressources pour leur guerre. Nous avons refusé de payer pour leur paix, avait dit le président lors de son discours historique. Ces mots résonnaient profondément dans le cœur des Cambariens. Le pays n'était pas seulement libre, il était fièrement indépendant, prêt à tracer sa propre voie dans un monde complexe et souvent hostile. Les précédentes décennies de lutte, d'incertitude et de compromis avaient nous mené à ce moment. Mais maintenant, le peuple de Canberra se levait.
plus unis que jamais, pour affirmer que l'indépendance ne se marchande pas. Ibrahim Tarek, regardant les visages déterminés autour de lui, savait que ce n'était pas la fin de leur combat, mais le début d'un nouveau chapitre, où chaque pas serait un pas vers une souveraineté véritablement partagée. À ce moment précis, Ibrahim Tarek savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches. Mais l'avenir de Canberra ne dépendrait plus des décisions extérieures. Ce que le peuple de Canberra avait démontré ce jour-là, c'était que la dignité ne se vend pas, que l'indépendance n'est pas une option, mais une nécessité. Le monde continuait de tourner autour des grandes puissances, mais Canberra avait choisi de suivre sa propre voie. Chaque citoyen, chaque jeune dans les rues de Ouagadougou portait désormais la responsabilité de ce choix. Les actions d'aujourd'hui dessinaient le paysage de demain. Rejoignez-nous dans ce voyage. Soyons les architectes de notre avenir, ensemble. Ibrahim Tarek lança son appel à tous les Cambariens et à ceux qui croyaient encore que des nations comme la leur pouvaient, sans se soumettre, tracer leur propre route. Parce qu'à travers chaque difficulté, chaque défi, le pays avait appris une vérité fondamentale. L'unité est notre plus grande force. Ce n'était pas un acte de défi, mais un acte de responsabilité. Canberra n'était pas seul. D'autres nations, d'autres peuples étaient pas prêts à suivre le même chemin.